mes amis, je sais que vous l'attendiez. Et oui, tu es très attendu. Thierry Messant vient nous parler. Alors, on fera un épisode historique sur le financement de la campagne d'Emmanuel Macron, on l'a promis. Aujourd'hui, on va quand même parler de l'actualité incontournable, qui est la guerre en Palestine, et peut-être en Iran, puisqu'il y a énormément d'événements, d'esbroufs, de rideaux de fumée, d'opérations d'intox, Alors, moi j'ai dit à Édouard, je le dis à nos lecteurs, on a fait un numéro Chaos Global avec Édouard lundi. Moi je soutiens que l'opération en Iran, enfin l'opération de l'attaque d'Israël par des drones iraniens a été une opération d'esbrouf, au moins à la base, parce que au fond l'opération n'était pas destinée à tuer. D'ailleurs il n'y a pas eu de mort civile. Donc l'Iran n'a pas donné à Israël le prétexte de dire c'est un nouveau 7 octobre. Mais j'en viens à me dire aussi que les Iraniens finalement se sont fait controuver, comme on dit, se sont fait avoir par les Américains, que leur ont dit mais faites une opération d'esbrouf et on amoindrira et on colmettra les brèches. Et finalement ils se sont fait, entre guillemets, grossièrement baiser, excusez-moi de la vulgarité. C'est un peu comme le Koweït comme l'Irak et le Koweït. Vas-y, dis-nous tout. Alors d'abord faut bien comprendre que ces événements avec l'Iran, ça n'a aucun rapport avec ce qui se passe en Palestine. Ça renvoie à tout à fait autre chose, à une autre histoire. C'est simultané, mais ça ne se rencontre pas. Alors maintenant, ça se superpose, ça va se mélanger, tout ça, mais ce sont deux affaires totalement distinctes. Il faut savoir aussi que ça continue en Palestine, que les premiers morts de faim, ça a commencé en Palestine. Là, pour le moment, ils ne sont pas très nombreux, mais il y a déjà des gens qui sont morts de faim en Palestine. Bon, alors, ce qui s'est passé avec l'Iran, pour le comprendre, il faut savoir quelles sont les relations entre Israël et l'Iran. Et ça, c'est un secret sur lequel vous ne trouverez aucun livre. Personne n'a écrit là-dessus. Et la plupart des commentateurs ne connaissent pas cette histoire, donc ils se trompent quand ils interprètent les événements. Tu veux dire qu'il n'y a pas d'opposition frontale, comme on nous le dit, pas viscérale, on nous dit c'est des blagues, ça. C'est des blagues. Alors, dis-nous en plus. Alors, en 1953, quand Eisenhower est devenu président des États-Unis, il a demandé à son secrétaire aux affaires étrangères, M. Dulles, d'organiser le Moyen-Orient. Et l'idée de Dulles, c'était d'organiser un équilibre avec deux puissances dans cette région qui ferait que personne ne dirigerait à la place des États-Unis. Les États-Unis allaient prendre la place des Britanniques et ils voulaient tout contrôler. Donc il leur fallait deux puissances sur lesquelles s'appuyer. Et ces deux puissances, c'était Israël et l'Iran. L'Iran du Shah d'Iran. Bien avant la révolution islamique. Bien avant, ça n'a pas de rapport avec ça. Donc, à ce moment-là, Dulles est allé en Syrie et il a organisé l'alliance entre la Syrie et l'Iran en 1953. Donc ça n'a pas de rapport avec ce qu'on nous raconte aujourd'hui. C'est un traité qui a été signé en 1953 et à l'époque ça n'avait pas non plus de rapport avec la famille Assad. C'était un président qui n'avait aucun rapport avec ça, qui n'était pas baathiste. Et ce président syrien, c'était un agent britannique en fait. Donc il faut le dire, parce que là tu vas vite. Et je vais même me faire engueuler parce que je t'interromps, mais c'est pour ceux, on fait du partage de connaissances, pour ceux qui ne connaissent pas par cœur l'histoire du baasisme et de l'émergence d'une forme de laïcisme ou laïcité arabe. En fait, dans son jus, si j'ose dire, le monde arabe de 1953 est un monde héritier du dépeçage de l'Empire ottoman, où il n'y a pas eu de création de l'univers
nassérien, bassiste, etc. Il faut le redire parce que peu de gens connaissent cette histoire. Oui, mais de même qu'on ne sait pas qu'au départ la CIA était pour le nationalisme arabe jusqu'en 1953 où il y a un changement de personnel à la CIA et ils deviennent pro-israéliens à 100%. Voilà. Mais c'est daté tout ça? Oui. C'est les changements internes à la CIA? Ah oui, il y a même un livre sur le sujet, sur alors je ne sais plus le titre, mais c'est sur la manière dont il y a eu ce changement à la CIA avec les gens qui venaient de l'OSS pendant la guerre et donc qui étaient des conscrits en fait, ils étaient représentatifs du peuple des États-Unis et ils étaient spontanément plutôt pour le nationalisme arabe et après la récupération par les frères Dulles de la CIA et là ça devient un truc pro-israélien et bourré d'anciens nazis. Voilà. Donc ça a été tout à fait étudié, c'est parfaitement connu, documenté, oui. Bon. Alors toujours est-il qu'en 1953, on décide de faire cet équilibre entre l'Iran et Israël et de faire cette alliance entre l'Iran et la Syrie pour que l'Iran ait la possibilité d'attaquer l'Israël s'ils le veulent. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de grands missiles comme ça. Il fallait avoir une frontière commune pour attaquer un pays. Bon. Donc, cette histoire-là, ça a duré jusqu'en 1979, jusqu'à la révolution islamique. Et les États-Unis voulaient que l'Iran et Israël soient à la fois des amis et des ennemis. Donc ils collaboraient ensemble, mais ils se rivalisaient. Hein. Et vous savez peut-être, ça aussi, ça n'est écrit pratiquement nulle part, bien qu'il y ait eu un article du Washington Post sur le sujet, au moment de la chute du Shah d'Iran. Bon, 53, c'est aussi le moment où les États-Unis virent en Iran Mossadegh qui voulait faire une puissance vraiment indépendante de l'Iran en s'appuyant sur le pétrole. Indépendante des États-Unis sur le pétrole. Ils voulaient des États-Unis et des Britanniques. Voilà. Ils voulaient s'émanciper du consortium anglo-américain sur le pétrole iranien. Voilà. Mais en même temps, ils ont fait cet accord avec la Syrie et ils ont viré Mossadegh. Et à la place de Mossadegh, ils ont mis un général qui s'était engagé aux côtés des nazis, Zaidi. Et cet homme a organisé une police politique absolument terrible en Iran. C'était la pire police politique de cette époque. Hein. Tous les ouvrages de l'époque disent que vraiment l'Iran c'était une dictature abominable. Hein. Et donc cette police politique a été co-organisée par les Iraniens et par les sionistes révisionnistes de Jabotinsky, qui à l'époque était dirigé par Yitzhak Shamir, qui est devenu Premier ministre israélien par la suite. Donc ce sont les sionistes révisionnistes, les anciens alliés de Mussolini, qui sont allés organiser ça en Iran, avec des pratiques de torture généralisées. Et des tortures pas sympas. Ah non, mais c'était vraiment horrible ce qu'ils ont fait. Bon. On pourra parler. Il y a un musée de la Savak, de cette police politique à Téhéran, que vous pouvez aller voir, c'est horrible, mais il faut savoir, ce sont les sionistes révisionnistes qui ont fait ça. Donc on peut dire qu'il y avait un raffinement dans la torture quand même à l'époque. Enfin, raffinement entre guillemets, c'est-à-dire que c'était vraiment destiné à faire souffrir au maximum. Oui, c'était destiné à faire souffrir et il est entendu que l'idée qu'on fait souffrir pour avoir des renseignements, c'est des blagues, ça marche jamais, ça. Il s'agit de faire souffrir pour faire peur, pour que les autres aient peur, c'est tout. Hein. Bon, donc cette alliance, rivalité entre Israël et l'Iran s'est allée très loin. L'Iran a construit avec Israël un pipeline qui est indispensable à l'économie israélienne qui relie Eilat à Ashkelon. Et ce pipeline, aujourd'hui encore, alors je ne sais pas si c'est le cas
là, au moment où nous parlons, peut-être depuis 2 ans, y a-t-il eu des changements? Je ne sais pas, pour les 2 dernières années. Mais en tout cas, j'en suis absolument sûr, il y a 2 ans, ça appartenait toujours pour moitié à l'État iranien. Donc tout ce qu'on nous raconte sur la guerre, c'est des blagues. Ouais. C'est des blagues. Et la Knesset a passé une loi qui interdit d'évoquer ce sujet de l'alliance entre l'Iran et Israël et de ce pipeline, qui est donc co-géré par les 2 États. C'est interdit de l'évoquer sous peine de 15 ans de prison en Israël. Donc personne là-bas, la presse ne va jamais en parler. Sauf au moment où on a renouvelé cette loi. Là, il y a eu des articles. J'ai une question, quand même, avant que tu n'ailles plus loin. Comment on peut expliquer que l'Iran de la révolution islamique se considère comme successeur des engagements de l'Iran d'avant la révolution islamique? Parce que c'est un État. Ça, il faut bien comprendre, un État, c'est une entité qui dure des siècles. Ça n'a pas de rapport avec les régimes politiques qui gouvernent cet État. Donc, les intérêts de l'Iran sont toujours les mêmes, quels que soient les gens qui dirigent l'Iran. De même que les intérêts d'Israël sont toujours les mêmes, quels que soient les dirigeants israéliens. Tu as conscience que tu as désespéré beaucoup de gens qui se disent on vit dans la France de Macron, on va recréer un autre truc, on sera débarrassé, on fait table rase, on nettoie l'ardoise, on réécrit dessus. Ce que tu nous dis, c'est que même quand des mecs arrivent en disant au nom d'Allah, on balaye l'ancien système, en réalité, on balaye rien. Ils le continuent. Bien sûr. De même que la Révolution française a continué le royaume de France. C'est exactement la même histoire. Mais on peut traiter les intérêts différemment. Et tu vas désespérer plein de gens qui rêvent de faire table rase. Et non, mais c'est... Alors, il y a un moyen de faire table rase pour la France, c'est ce que va faire l'Union européenne après les élections européennes. Donc, après ces élections, on va annoncer un grand plan de dissolution des États européens et de création d'un État collectif de l'Union européenne. Tout est déjà préparé, hein. Ne vous y trompez pas. Si on n'en parle pas dans cette campagne électorale, c'est que les gens ne veulent pas en parler. Mais c'est le seul enjeu de cette campagne électorale. Enfin, bon. Nous l'avons, je précise pour nos lecteurs, nous l'avons dit dans une apathie générale. Enfin, une apathie très large, c'est-à-dire que tant que les gens n'ont pas le nez sur le mur, ils ne voient rien. En plus, ça paraît des choses vraiment difficiles, faire disparaître des États. Mais non. Enfin, on conservera une équipe de foot. Donc les gens se diront, il y a toujours de la région de France. Voilà. Oui. Mais pour le spectateur de foot moyen, finalement, l'essentiel c'est de garder son équipe de foot. Oui, mais vous voyez, moi je réagis différemment parce que je trouve que mon site internet est interdit en Pologne. Pourquoi ? Parce que je suis considéré en Pologne comme un danger pour l'État polonais, parce que j'ai eu des histoires avec comment s'appelle, le garde des Sceaux là-bas, mais ça porte un autre nom, le garde des Sceaux en Pologne. J'ai révélé des trucs qu'ils avaient fait, tout ça, donc je suis interdit en Pologne. Mais est-ce que je serai autorisé dans l'Union européenne quand ça sera un seul État ? Je serais toi, je me ferais du souci. Évidemment, je ne serais pas autorisé. Voilà. Donc pour ça que je suis assez bien ces histoires. Bref. On parlait de la relation étrange entre l'Iran et Israël. Voilà, donc en 79, le Shah d'Iran est viré par les États-Unis et remplacé par les États-Unis. C'est les États-Unis qui choisissent Khomeini. Et vous savez, la France envoie un avion spécial d'Air France pour ramener l'ayatollah Khomeini, qui était à Naufle-le-Château. Qui était à Naufle-le-Château, en région parisienne. Comment on explique ça ? Comment on explique que les États-Unis aient choisi Khomeini, qui ensuite leur a fait des misères ? C'est raconté dans des documents qui ont été publiés par le secrétariat d'État. Donc, vous savez, il publie
des extraits de leur correspondance diplomatique. Et maintenant, c'est en PDF sur le site du département d'État. Vous pouvez regarder ça. Donc, avant, c'était uniquement imprimé, mais maintenant, c'est disponible en PDF. Donc, le conseiller de Carter, Brzezinski, était persuadé qu'on pouvait renverser le Shah d'Iran parce qu'il se prenait un peu trop au sérieux et qu'il voulait devenir l'empereur de toute cette région, donc mordre sur ce qu'on avait attribué à Israël. Donc lui, il disait qu'il fallait le remplacer par un mollah, parce qu'il y avait une opposition entre le Shah et les mollahs. Et le Shah avait nationalisé des biens du clergé, ce qu'on appelait la Révolution blanche. Et il se trouve que Khomeini était un homme du clergé très important, avec une grande assise politique. Puisque donc, chez les chiites, oui, il y a un clergé. Oui, chez les chiites, il y a un clergé. Les chiites, c'est organisé comme les catholiques. D'ailleurs, ça vient de là, hein, c'est copié sur les catholiques. Et les États-Unis n'avaient pas réalisé que Khomeini était considéré comme un hérétique par les autres membres du clergé. Donc, ils ont choisi Khomeini, ils l'ont installé en Iran, et dès qu'il est arrivé, quand il a descendu les marches de l'avion à Téhéran, il a pris un hélicoptère, il est allé comment s'appelle il y a un grand cimetière à la sortie de Téhéran. Là, il a prononcé un discours devant une foule gigantesque. Il y avait au moins 1 million de gens qui s'étaient amassés. Et il s'est adressé à l'armée, l'ancienne, enfin c'était toujours le Shah, était toujours officiellement au pouvoir, et il leur a dit jusqu'à quand allez-vous servir les Britanniques? Vous devez servir votre peuple. Et donc là, il fait un grand discours de décolonisation. Là, les États-Unis étaient stupéfaits. Donc voilà, ça ne s'est pas du tout passé comme ils l'avaient prévu. Pourquoi ils n'avaient pas prévu que Khomeini, au fond, les lâcherait dès qu'il le pourrait? D'abord parce qu'à mon avis, ils n'ont rien compris au chiisme. C'est vraiment une question de ne pas comprendre la culture iranienne. Mais ça serait le même cas aujourd'hui pour tout le monde en Occident. Personne ne connaît la culture iranienne. Les États-Unis avaient juste... On en est les héritiers. Oui, bien sûr. Enfin, il faudra dire que les Iraniens, je veux dire des choses horribles. C'est le césarien, les Iraniens, c'est eux. Ce sont, oui, on ne dit plus ariens, oui. On dit indo-européens. Ce sont des Européens d'Orient. Voilà, oui. Et la langue persane ressemble énormément à la langue française, hein, en fait. C'est les deux langues les plus proches, même si ça s'écrit avec des caractères arabes. Bon, mais les anglo-saxons avaient pensé à assassiner, juste avant de faire revenir Khomeini, à assassiner Ali Shariati, qui était le grand intellectuel de gauche à l'époque, un ami personnel de Frantz Fanon et de Jean-Paul Sartre, hein, et qui il encourageait toute la jeunesse iranienne à supporter Khomeini. Donc lui, ils avaient pensé à l'éliminer parce qu'ils disaient ce type-là va faire dérailler tout. Bon, d'ailleurs, je peux vous encourager à lire Ali Shariati, c'est très étonnant, c'est une vision de l'islam que plus personne n'a aujourd'hui. C'est-à-dire ? Lui, il explique qu'il faut choisir dans l'islam. Ça n'a pas du tout de rapport avec l'idée dominante des sunnites. Il dit, lui, vous devez expérimenter chaque chose, et si ça vous va, vous le gardez, si ça vous va pas, vous le rejetez. Donc, ce qui est très opposé
à la révélation, ce qu'on appelle la révélation, oui, mais propre au sunnisme. Oui, mais c'est on ne reçoit pas la vérité de l'extérieur. Voilà, lui dit la vérité, elle est en vous. Et à travers les époques, les choses doivent être interprétées. Donc il y a des choses qui vont perdre leur intérêt et d'autres qui auront plus d'intérêt, au contraire. C'est à vous de le vérifier. Bon, donc c'est une vision vraiment incroyablement ouverte de l'islam. Ali Shariati, aujourd'hui, il n'a plus beaucoup de disciples, sauf Imran Khan au Pakistan. Ça, c'est un disciple de Shariati. Bon, je sens qu'on va faire une séance Imran Khan. Je vais te taquiner quand même, parce que des lecteurs vont le faire remarquer. Tu as une vision très maçonnique de l'Iran. Cette idée que la vérité est en nous est une idée très maçonnique. Moi, je le prends pas. Non, je le prends pas du tout comme ça. Alors, j'ai été franc-maçon, mais je vois pas trop ça comme ça. Non, c'est une idée, à mon avis, de tous les gens qui ont une spiritualité, en fait. Et le fait de faire passer la spiritualité avant la religion, pour moi, c'est là que c'est intéressant. Mais bon, ça, je me suis encore fâché avec plein de gens, mais toi aussi, raconte-toi. Voilà, bon. Alors, toujours est-il que lorsque l'Iran s'est engagé dans une voie de décolonisation et de lutte contre les impérialismes, les États-Unis se sont dit à ce moment-là, si on n'a plus l'Iran pour contrebalancer Israël, eh bien on va s'appuyer sur l'Irak. L'Irak de Saddam Hussein. Saddam Hussein était un agent de la CIA, il avait été recruté pendant ses études au Caire par la CIA. Est-ce que c'est documenté? Oui, c'est documenté. Il faut le redire aux gens, parce que moi, mais oui, c'est documenté. Plein de gens disent, ah non, mais vous n'avez pas de preuves. Non, mais non, mais vous savez, on dit qu'on n'a pas de preuves, mais il faut chercher pour ces choses-là. Donc oui, il avait été recruté pendant ses études au Caire. Saddam Hussein. Et oui, et il avait été mis au pouvoir en Irak avec l'aide de la CIA et des services secrets français. C'est pour ça qu'il a fait son coup d'État un 14 juillet. Et donc Saddam Hussein a lancé une guerre contre l'Iran de Khomeini qui a duré 10 ans. Ça a été un bain de sang abominable. Bon. Et à la fin de cette guerre, Saddam Hussein a dit moi je suis très fort et donc c'est moi qui vais gouverner le Moyen-Orient. Alors les États-Unis, non, t'as pas compris. Et les États-Unis lui ont tendu un piège au Koweït qui lui a valu une deuxième guerre contre l'Occident dans laquelle il a été balayé. Donc on redit que selon toi la première guerre contre l'Occident, c'est la guerre Irak-Iran. Non, la première guerre, c'est tempête du Golfe. Au moment de la chute de l'Union soviétique, les États-Unis montrent qu'ils sont les chefs du monde, de tout le monde, en embarquant tout le monde, presque absolument tout le monde, sauf Arafat et Hafez el-Assad qui refusent de participer à ça. Mais sans ça, ils embarquent absolument tout le monde pour ensemble détruire l'Irak. Mais qui venait d'envahir le Koweït. Voilà. Non. Oui, qui venait d'envahir le Koweït. Oui, je me souviens parce que les magasins étaient vides à Paris, on croyait à l'apocalypse. Mais en fait, l'histoire, c'est donc probablement, si tu me permets d'intervenir, sur suggestion des services américains, l'Irak envahit le Koweït en disant on prend notre revanche de la division. Non, c'est pas ça, c'est les Koweïtiens avaient financé la guerre Irak-Iran et à la fin ils ont demandé à être remboursés. Donc là Saddam Hussein a dit mais moi vous m'avez jamais dit que je devrais vous rembourser, donc c'était Monaco avec la France, hein, c'était ça le Koweït face à l'Irak. Donc je récupère ce territoire dont j'ai été privé par les Britanniques. Voilà.
On dit que les Américains ont dit à Saddam Hussein, oui. si vous occupez le Koweït, on ne bougera pas. Et puis finalement, ils se sont fait avoir. Enfin, voilà, absolument. Saddam Hussein alors, se fait avoir. l'ambassadrice des États-Unis en Irak, c'est Madame Gillespie, je crois, avait donné l'assurance que les États-Unis ne se mêleraient pas de la question, ce qui était évidemment faux. Elle a été appelée à témoigner devant le Congrès des États-Unis et malheureusement, elle est morte la veille. Est-ce que la même histoire se reproduit dans le conflit apparent Iran-Israël? Non, mais attendez. Parce que quand on a dégommé Saddam Hussein, il a fallu mettre quelqu'un d'autre à la place. Alors ça a été l'Arabie Saoudite. Et ça a duré jusqu'en 2001. Mais en 2001, changement radical. Les États-Unis disent on ne veut plus d'équilibre au Moyen-Orient. Ce qu'on veut, c'est détruire la totalité des institutions politiques dans l'ensemble, non seulement du Moyen-Orient, mais de ce qu'ils appellent le Grand Moyen-Orient, c'est-à-dire de l'Afghanistan jusqu'au Maroc. On va tout démolir. Et là, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'ennemis. C'est tout le monde au même régime. Le seul pays que nous ne considérerons pas comme membre du Grand Moyen-Orient, c'est Israël. Quelle est la stratégie des États-Unis à ce moment-là? Pourquoi ils décident ça? Ben, c'est pour ça qu'ils ont fait le 11 septembre. Mais pourquoi ils ont décidé ça? Parce qu'ils avaient une vision de la manière dont ils allaient se transformer pour le 21e siècle. En fait, ils pensaient que s'ils ne faisaient pas ça, il y a des États qui allaient plus se développer qu'eux et qu'ils allaient être ringardisés. Donc là, ils disaient, on va diviser le monde en deux. D'un côté, il y aura les pays développés qui commercent entre eux avec l'OMC, la globalisation, voilà. Mais pas seulement l'Occident, aussi la Chine et la Russie à l'époque, on disait tous ces États ensemble. Et puis il y a les autres qui ne commercent pas avec nous, qui ont des tout petits moyens. Et donc ceux-là, on va les prendre comme réserve. Chez eux, on va exploiter les matières premières et on les exportera dans la partie développée du monde. Mais quand on prend les matières premières, il faut payer sur place. Non, on va détruire les institutions politiques, comme ça on n'aura pas besoin de payer. Alors, ça c'est la théorie de l'amiral Sebrowski. Ça a été expliqué dans un livre, The New Pentagon Map, par l'adjoint de Sebrowski, qui n'explique pas, qui fait ça dans son livre, Thomas Bennett. Voilà. Donc, cette stratégie a été mise en œuvre avec la destruction successive de l'Afghanistan, de l'Irak, de la Libye, de la Syrie, du Yémen. Ce sont des pays où on a cherché à tout raser. Et en fait, le seul qui ait survécu à cette destruction, c'est la Syrie. Voilà. Et donc, en 2013, quand les États-Unis ont réalisé que ça ne marcherait pas en Syrie, à ce moment-là, Barack Obama avait dit « Nous allons placer une ligne rouge avec le gouvernement syrien. S'il emploie des armes chimiques, nous attaquerons. » Et François Hollande avait répondu « Oui, la France, chic, on sera là. » Voilà. Et en même temps, Barack Obama avait renoué contact en secret à Oman avec l'Iran. Et il essayait de restaurer ce système d'équilibre entre Israël et l'Iran. À cette époque-là, c'était Mahmoud Ahmadinejad qui était président en Iran et j'étais proche de lui. Et je ne comprenais pas ce qui se passait, mais je voyais bien qu'il y avait un flottement dans les relations internationales, que quelque chose de secret avait lieu entre
l'Iran et les États-Unis. Et Ahmadinejad ne participait pas à ça. En fait, c'est le guide suprême qui a conclu un accord avec les États-Unis et qui s'est débrouillé pour que Ahmadinejad ne puisse pas présenter son successeur aux élections. Et à la place, il a présenté Rouhani, qui a été élu. Alors Rouhani, le nouveau président iranien, c'était un ancien de l'affaire Iran-Contra. C'est lui qui avait présenté Rafsanjani à Netanyahou. Donc c'était un ami personnel de Netanyahou. Un ami peut-être pas, mais une relation. Une relation. Oui, enfin ils avaient fait des affaires ensemble. Ils ont fait des milliards ensemble. Vous savez, Rafsanjani est devenu l'homme le plus riche de son pays, hein, grâce à l'affaire Iran-Irak. Grâce à l'affaire Iran-Contra, pardon. L'Iran Gate. Voilà, l'Iran Gate. Et le grand superviseur de ça, c'était Elliot Abrams, l'homme qui aujourd'hui est derrière Netanyahou et a financé la nouvelle coalition de Netanyahou. C'est Elliot Abrams. Voilà. Donc, quand Rouhani s'est retrouvé au pouvoir, bon, la première chose qu'il a fait, c'est d'arrêter tous les gens d'Ahmadinejad. Il ne l'a pas arrêté lui, mais son vice-président, il l'a mis en prison pour 15 ans. C'est un type très très bien, hein, bégaillé. Et donc, et on ne sait pas pourquoi il est en prison. L'inculpation est secrète, le procès a été à huis clos, tout ça. On vous dit que l'Iran, ça a toujours été une dictature, c'est pas vrai, mais c'est redevenu à ce moment-là une dictature. Et Rouhani, bon, il a cherché à faire des affaires, il a négocié la manière de trouver à nouveau un moyen d'exporter le pétrole iranien vers l'Union européenne. Il a fait des accords en secret avec l'Autriche, enfin des trucs invraisemblables. Mais finalement, ça a échoué. Alors ça a échoué pourquoi? Je ne sais pas trop. Peut-être parce que les intermédiaires ont été trop gourmands, je ne sais pas. Toujours est-il que les États-Unis, depuis 2013, n'ont pas vraiment trouvé de système pour que ça fonctionne. Donc progressivement, ils se sont retirés du Moyen-Orient. Et là, aujourd'hui, ils sont forcés d'y revenir. Parce que c'est vraiment un désordre invraisemblable. Parce que, en Iran, il y a deux tendances qui jouent. Ici, on vous parle, on vous dit il y a le régime des mollahs et il y a l'opposition pro-démocratique occidentale. Alors d'abord, ils ne sont pas du tout pro-démocratique, l'opposition occidentale, je peux vous le dire, puisque quand j'étais avec le président Ahmadinejad, j'ai quand même eu droit à une grande campagne de la part de ces gens-là sur le type qui s'était présenté au présidentiel contre Ahmadinejad. Il a fait une campagne sur le thème « Quel est ce PD français aux côtés d'Ahmadinejad ?» Donc on ne nous dise pas que c'est des démocrates qui sont pour... voilà, bref. Donc... on sent que le Thierry, là... Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'on raconte ici sur l'Iran, ça n'est pas la vérité, mais pas du tout. Et la véritable position de chacun n'est pas celle que l'on croit. Donc il y a toujours eu un côté roméiniste qui souhaite une indépendance des peuples, et de l'autre côté un groupe que l'on va dire conservateur qui lui souhaite faire des affaires en fait, et qui n'a pas de problème à travailler avec Israël, avec les Britanniques et avec les États-Unis. Et aujourd'hui, cette opposition, elle se perpétue. Donc d'un côté,
le gouvernement de Rouhani, suivi par celui de Raïssi, qui est un peu différent, mais qui en est l'héritier. Tous les deux, ce sont des mollahs quand même. Ce sont des membres du clergé. Donc, ces deux gouvernements, enfin c'est Rouhani qui a lancé d'abord l'idée de refaire un empire perse. Donc il disait on va faire une fédération des États chiites. États chiites, alors il comprenait aussi bien le Bahreïn que la Syrie qui n'est pas du tout chiite, qui est un État laïque, enfin bon, peu importe. Donc tous les endroits où il y avait des communautés chiites, il voulait en faire une fédération. Et pendant son gouvernement, les gardiens de la Révolution, héritiers du projet de Khomeini, ont au contraire lancé l'idée que l'Iran devait lancer l'axe de la résistance. Et ce n'est pas du tout la fédération chiite, l'axe de la résistance. C'est le fait que les différentes communautés chiites qui avaient été armées dans le but de faire cet empire chiite, ces différentes communautés vont acquérir leur autonomie et chacune de son côté va lutter pour l'indépendance de son pays. Et l'homme qui a porté ce projet d'indépendance anti-impérialiste, c'est le général Qassem Soleimani. Donc, qui a fait l'objet d'un traitement spécifique. Alors, il a été assassiné par les États-Unis, mais contrairement à ce qu'on dit, très probablement avec l'assentiment du gouvernement iranien de l'époque. L'affaire de la mort de Soleimani n'est toujours pas éclaircie. Hein. Croyez bien que ce qu'on vous raconte, c'est on enlève tous les problèmes qui se posent. Alors, explique-nous ce que ça veut dire, parce que c'est un sujet très polémique. Oui, parce que Soleimani était devenu un personnage extraordinairement populaire dans tout le Moyen-Orient et évidemment en Iran même. Et officiellement, il ne faisait pas de politique, mais tout le monde savait que s'il se présentait à l'élection présidentielle, il l'emporterait largement, quel que soit le candidat en face. Hein. Donc, quand il a été liquidé, en fait... On rappelle par une opération à distance. Oui. Alors, on l'a tué en même temps que le chef de la milice chiite qu'il avait organisée en Irak. Ils ont tous les deux été tués sur l'aéroport de Bagdad. Bon. Mais quand on l'a tué, on a en fait permis ce qui s'est passé après l'élection de Raïssi. C'est ça qu'il faut comprendre. Comment on explique qu'au fond il y ait cette unité d'action entre les États-Unis et l'Iran pour éliminer des opposants internes potentiels ou affirmés? Alors, d'abord je dis, il y a les intérêts de l'Iran et les intérêts des États-Unis peuvent être compris dans un certain sens tel que ça a été en 1953 et tel que ça l'est aujourd'hui par l'actuel gouvernement. Mais on peut les comprendre de manière tout à fait différente, tel que ça a été compris par Khomeini et Ahmadinejad. C'est-à-dire que est-ce qu'on accepte la Pax Americana ou est-ce qu'on est pour un monde multipolaire? C'est ça la question. On peut négocier un moyen terme entre les deux. Ah voilà, il y a beaucoup de gens qui négocient un moyen terme entre les deux. Donc c'est pour ça que les choses paraissent compliquées. Mais en fait, quand on connaît les acteurs, c'est une ligne... ça marche toujours comme ça. Et donc, ce qui s'est passé... Mais pour que ce soit clair, je te coupe, oui. Mais pour que ce soit clair aujourd'hui, quelle est la ligne du gouvernement iranien entre
le monde multipolaire dont on parle beaucoup du côté des BRICS, pour aller vite, et la Pax Americana, l'hégémone américain. Les Iraniens, ils se situent où entre les deux? Le gouvernement iranien actuel se situe où entre les deux aujourd'hui? Alors, dans l'histoire très longue, l'Iran a été pendant des millénaires, pas là depuis quelques années, pendant des millénaires, l'allié de la Chine. Quand vous allez dans les ruines de Persépolis, dans les sculptures persanes de Persépolis, il y a des sculptures chinoises. Et dans la route de la soie, qui a vécu pendant les 800 ans, je crois, quelque chose comme ça, sur la route de la soie, on parlait le persan, on ne parlait pas le chinois. C'était la langue des échanges. Donc, déjà ça, sur la longue période, ça sera toujours les alliés de la Chine. Ensuite, le gouvernement actuel, je pense qu'il est l'allié de ceux avec qui il peut faire de l'argent. Mais Raïssi, c'est un homme du clergé et c'est un fanatique du clergé. Il y a toutes sortes de clergés, bien sûr. Mais lui, c'est la branche fanatique. Pendant la Révolution, il a interprété une fatwa de Khomeini à sa manière et il en a profité pour liquider tous les communistes. C'était pas le sens de la fatwa, mais lui, il l'avait interprété comme ça et Khomeini, qui était un homme quand même assez orgueilleux, a mis plusieurs jours à réagir et à arrêter le massacre. Donc, Raïssi, je pense pas que il veuille choisir entre l'un et l'autre. Ce que pense le guide suprême, l'ayatollah Khamenei, je ne le sais pas. C'est lui. Quelqu'un le sait. Ah. À part lui-même, s'il le sait. Les gens qui le connaissent très bien doivent le savoir, mais moi, je ne peux pas dire ça. Moi, je ne l'ai rencontré qu'une fois. Je pense, mais je n'en ai pas la preuve, que c'est lui qui a organisé l'alliance avec les États-Unis pour virer Ahmadinejad. Bon, mes amis en Iran me disent que je me trompe, qu'il n'y est pour rien, c'est pas lui, tout ça. Mais moi, je ne vois pas qui ça peut être d'autre. Je reviens à l'histoire que je racontais. Depuis plusieurs mois, les États-Unis sont en négociation avec l'Iran. Les négociations à nouveau ont lieu à Oman parce que les États-Unis et les Iraniens refusent de se parler directement. Donc ils se mettent dans deux pièces différentes et il y a une pièce qui sert d'intermédiaire où les Omanais transmettent les messages de l'un à l'autre. On dit qu'il y a comme des contacts entre services secrets. C'est possible. C'est possible. Les services secrets iraniens sont très ouverts. Oui, c'est des gens, c'est très facile de discuter avec eux. Moi, j'ai fait une journée, j'ai fait des exposés devant leurs services secrets, expliquer certains problèmes du Moyen-Orient, tout ça. Ce sont des gens très, très ouverts, très, très ouverts. Vous savez, les Iraniens sont des gens intelligents. On les présente comme des fanatiques obtus, tout ça, mais non. L'Iran, vous savez, c'est le pays qui a inventé le jeu d'échecs. Et c'est un pays qui a aussi des ingénieurs hors pair. Donc on les présente comme un pays arriéré, mais c'est pas vrai du tout. Bon, je reprends. L'Iran et les États-Unis discutaient en secret. Lorsque survient l'attaque par Israël du consulat iranien à Damas.
ça, c'est un événement extrêmement grave. Je l'avais dit ici la fois précédente. N'importe quel État, et encore une fois, ça n'a aucun rapport avec le régime de cet État, n'importe quel État avait l'obligation de répondre à ça. J'avais dit que si la Chine n'a pas répondu militairement au bombardement de son ambassade à Belgrade, c'est parce qu'elle a su que les choses étaient plus compliquées qu'elles paraissaient et que les États-Unis ont été contraints de leur faire des faveurs financières considérables. Bon. Mais donc cet acte de déclaration de guerre d'Israël appelait une réponse. Parce qu'on le redit, beaucoup de lecteurs sont, je m'adresse ici, ne voulons pas aux lecteurs les plus éloignés de l'information, beaucoup subissent la propagande quotidienne qui disent l'Iran a attaqué Israël sans raison. On le redit, c'était une réplique au fond attendue et téléphonée à l'événement que tu dis, c'est-à-dire le bombardement du consulat d'Iran à Damas, attenant à l'ambassade d'Iran à Damas. Voilà, et ça doit être bien clair que la réplique de l'Iran est en droit international absolument légitime, totalement légitime, article 51 de la Charte des Nations Unies, et que n'importe quel État au monde qui aurait été soumis à un tel bombardement aurait eu une réplique militaire, n'importe lequel, où il aurait négocié quelque chose des dédommagements considérables. Donc là, les Iraniens ont réfléchi à ce qu'ils devaient faire. S'ils avaient attaqué Israël avec l'idée de détruire des objectifs militaires ou d'attaquer la population civile, ça aurait été le début de la Troisième Guerre mondiale, il n'y a pas de doute à ça. Alors, attaquer la population civile, ça, ils ne le font jamais. Jamais. Et il faut se sortir de l'esprit que les Iraniens veulent exterminer le peuple israélien. C'est complètement stupide, cette idée-là. Attaquer des objectifs militaires, c'était possible, mais il fallait choisir lesquels. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est autre chose. Ils ont testé les défenses d'Israël. Ce qui est beaucoup plus grave, parce que ça leur donne aujourd'hui la possibilité, s'ils le veulent, d'entrer pour de vrai en guerre contre Israël. Parce que regardez ce qui s'est passé. 3 jours avant d'attaquer, 3 jours avant, ils ont averti les États-Unis et pratiquement tous les États de la région qu'ils allaient attaquer 3 jours avant. Oui, c'était de notoriété publique. Et ils ont dit, nous allons attaquer tel jour. Ils n'ont pas donné l'heure, quand même. Et vraiment, tout le monde était prévenu. Donc, tout le monde se préparait à cette riposte. Et en se préparant à cette riposte, en fait, ils ont obligé les alliés militaires d'Israël à se dévoiler. Remarquez bien, ils se sont tous impliqués dans la défense d'Israël. Et là, les masques sont tombés. C'est la Jordanie, bon, aujourd'hui, elle dit qu'elle y est pour rien, qu'elle a défendu son espace aérien, qu'elle n'avait rien contre l'Iran. Chacun fait des déclarations de bonnes intentions, se fait des sourires, mais ça y est, on sait où on en est. Et l'Arabie Saoudite? L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ont donné toutes leurs observations radar aux États-Unis pour qu'ils puissent pister les missiles iraniens. On lisait dans la presse libanaise, en effet, un article ce matin sur le soutien discret de l'Arabie Saoudite aux États-Unis dans l'opération iranienne.
les données radar, c'est ce qui manquait aux États-Unis pour pouvoir suivre absolument tout. Là, dès que les aéronefs ont été lancés, ils l'ont vu. Et donc, qu'est-ce qu'ont fait les Iraniens? Ils ont d'abord lancé des drones. Les drones, c'est très très lent. Mais tout le monde a observé ces drones se déplacer vers Israël. Et quand les drones ont commencé à être pas très très loin d'Israël, ils ont tiré d'abord des missiles de croisière, qui sont des missiles assez lents, qui sont des missiles qui volent bas. À basse altitude. À basse altitude. Qui passent sous les radars. Enfin, qui passent sous les radars, mais qui sont vus par les satellites. Hein. Donc, c'est une fois qu'ils ont lancé un peu plus loin les missiles de croisière, là, ils ont lancé des missiles balistiques. Donc, des missiles balistiques, c'est des missiles qu'on envoie non pas de manière horizontale, mais qu'on envoie en l'air et qui retombent. Donc, on dit qu'ils étaient hypersoniques. Alors, certains, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait certains. Et apparemment, ceux qui étaient hypersoniques n'ont pas manqué leur cible. Donc, ces missiles ont été observés aussi par les États-Unis. Et à ce moment-là, ils ont donné l'ordre à toute la coalition qu'ils avaient formée d'intercepter les aéronefs iraniens. Et apparemment, cette coalition a été capable, la France y a participé avec ses avions qui étaient en Syrie. Elle dit qu'elle n'a pas utilisé la flotte qu'elle avait en mer Rouge. C'est possible, je n'en sais rien. Moi, j'avais pensé d'abord que cette flotte, elle interviendrait. Bon, peut-être pas. Donc, l'ensemble de la coalition soutenant Israël, dont la France, a arrêté tous ces aéronefs, sauf les 9 missiles hypersoniques qui ont atteint 2 cibles précises. Ces 2 cibles, c'est d'abord une base aérienne dans le désert du Negev. Cette base aérienne, c'est de là qu'étaient partis les avions qui avaient bombardé les locaux diplomatiques de l'Iran à Damas. Et d'ailleurs, soit dit en passant, quand ces avions ont bombardé ça, ils ne sont jamais rentrés dans l'espace aérien syrien, ils ont bombardé depuis l'espace aérien libanais. Vous savez, la région, c'est un mouchoir de poche, hein, quand même. Bon. Donc, cette base-là a reçu plusieurs missiles, et également une base de renseignement sur le mont Hermon, c'est-à-dire dans la partie syrienne occupée par Israël, dans le Golan. Et cette base de renseignement permet aux Israéliens d'espionner tout ce qui se passe au Liban. Absolument tout. Donc, au Liban, si vous prenez un téléphone, vous parlez directement au service secret israélien. Hein, et rien ne leur échappe. Donc, en fait, qu'est-ce que l'on a appris? On a appris que Israël n'a aucun moyen de se défendre par rapport à ce type de missile. Aucun. Les Occidentaux ne peuvent pas arrêter ces missiles et Israël non plus. Donc, vous savez, on dit qu'Israël a une magnifique défense antiaérienne. Alors, on parle toujours du dôme de fer. Mais le dôme de fer, c'est une protection contre les roquettes. C'est-à-dire, c'est des petits engins qui sont tirés depuis la Palestine. Donc là, c'est vrai, c'est très efficace. Mais ensuite, ils ont un autre système de défense pour des missiles plus élaborés, ceux qui viendraient du Liban en fait.
Mais des missiles comme ceux que l'Iran a tirés sur ces 2 bases militaires, rien ne peut les arrêter. Est-ce que l'Iran s'est livré à une répétition générale d'une déclaration de guerre, d'un bombardement balistique d'Israël? Non, l'Iran a testé les défenses israéliennes et montré à Israël que s'il le voulait, il pouvait détruire ce qu'il voulait en Israël. Alors, il ne s'agit pas de détruire tout le pays, mais il pouvait cibler des objectifs mais il atteindrait ces objectifs. Est-ce que ça signifie que, puisque c'est la question que les gens se posent aujourd'hui, il y a beaucoup d'intox sur l'escalade en cours et beaucoup de peur sur est-ce qu'on est au bord d'une 3e guerre mondiale? Est-ce que tu penses qu'au fond, l'hypothèse d'une escalade est réaliste? Alors, si tout le monde raisonne rationnellement, non, c'est pas du tout réaliste. Mais le problème, c'est que le gouvernement israélien, aujourd'hui, est tenu par un petit groupe, celui de la coalition de Benjamin Netanyahou, qui est un groupe de fanatiques. Et je pense que c'est la raison pour laquelle les États-Unis continuent à défendre Israël. Je pense qu'en fait, Israël fait chanter les États-Unis. Sur quelle base? Israël a la bombe atomique. Et donc Israël menacerait d'une attaque nucléaire préventive. Il faut bien comprendre, disons, par deux... faut connaître l'histoire de la bombe atomique israélienne. Vous savez que c'est une bombe atomique qui leur a été donnée par la France, sous la 4e République, puisque la bombe atomique française a été faite par des ingénieurs d'EDF, vraiment des grosses têtes, qui ont compris, dans la lignée de... Ça va te revenir. Oui. D'Oppenheimer. Non. De Marie Curie, que on pouvait, avec l'uranium, faire des choses absolument incroyables. Donc, ils savaient que les États-Unis avaient trouvé la bombe atomique. Ils n'avaient peut-être pas idée au début qu'ils allaient déboucher sur la bombe atomique, mais qu'ils allaient trouver des applications, au moins énergétiques, pour l'atome. Donc, sous la 4e République, ils ont mené des expériences, des recherches, et ils ont découvert le début de la bombe atomique. Quand ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire une bombe, à ce moment-là, et à ce moment-là uniquement, ils en ont référé à leur ministre, qui jusque-là ignorait que ce programme. Puis bon, il y a eu le coup d'État de 58 avec l'arrivée du général de Gaulle faisant voter son investiture par le Parlement sous la menace des parachutistes qui encerclaient l'Assemblée nationale. Une chose qu'on ne répétera jamais assez. Et tu nous as encore fait des amis avec les gaullistes. Oui, mais c'est très important de comprendre ça, parce qu'on ne peut pas comprendre pourquoi en 61 De Gaulle s'est retourné contre les États-Unis si on ne sait pas que ce sont les États-Unis qui l'ont mis au pouvoir. Enfin, ça. Alors, les ingénieurs français, quand ils ont eu la bombe atomique, quand ils ont eu les prémices de la bombe atomique, donc ils en ont informé le gouvernement. Et en 1956, quand le gouvernement était les socialistes, la SFIO de Guy Mollet, il y a eu l'opération coloniale du canal de Suez. Donc la France et la Grande-Bretagne, ensemble, ont été livrer une guerre à l'Égypte pour prendre le contrôle du canal de Suez, alors que les Égyptiens de Nasser voulaient le nationaliser, ce qu'ils avaient bien le droit de faire. Donc là, on est en 56. Oui, en 56. Et les Français et les Britanniques... Un parachutage de Français et Britanniques. Voilà, mais ils avaient besoin d'un allié sur place. Donc les Français et les Britanniques ont fait appel aux Israéliens qui ont participé à cette expédition coloniale. Et pour les remercier,
on leur a dit, on vous donne ce qu'on a sur la bombe atomique et vous allez vous débrouiller avec ça. Et donc là, les Israéliens ont commencé leur développement atomique à l'insu des États-Unis, mais avec les Français. Il y a il y a 2 livres fondamentaux sur la bombe atomique des Israéliens. Un livre de Seymour Hersh qui s'appelle L'option Samson et un livre d'Avner Cohen qui vient d'être traduit en français par les éditions 2001 sur la bombe atomique israélienne. Voilà. Donc, quand les Israéliens ont développé cette bombe atomique, en fait, ils n'avaient pas de lanceur. Ils avaient la bombe, mais ils n'avaient pas de moyen de la lancer. Et par 2 fois, ils ont failli utiliser cette bombe sans avoir moyen de la lancer. Donc, C'était quand? Alors, c'était particulièrement au moment de la guerre des 6 jours. À un moment, Israël a pensé qu'il allait perdre. Et l'état-major israélien a mis en avant, il y a des écrits de ça, ils ont voulu faire l'option Samson. C'est-à-dire qu'ils allaient faire exploser une bombe atomique pour tuer leurs ennemis et mourir avec eux. Donc, la bombe atomique israélienne, ça n'est pas une arme de dissuasion au sens où nous l'entendons. Puisqu'il ne s'agit pas de faire reculer l'ennemi en le menaçant d'une guerre cataclysmique. Il s'agit de dire, vous n'irez pas plus loin parce que nous nous suiciderons pour vous tuer. C'est le scorpion. Oui, c'est ça. La stratégie du scorpion. Voilà, mais c'est aussi la stratégie de Masada. Vous savez, quand dans la deuxième guerre israélo-romaine dans l'Antiquité, il y a une secte juive fanatique qui se retranche dans une citadelle au-dessus de la mer Morte, voilà, la citadelle de Masada, et qui décide de tenir tête aux légions romaines. Et les légions romaines font le siège de ce piton rocheux et construisent une immense rampe et attaquent la forteresse de Masada. Mais quand ils rentrent dedans, la totalité des soldats qui sont là s'est suicidé. Et aujourd'hui, les officiers des blindés et des parachutistes des forces de défense israéliennes vont prononcer leur serment d'officier dans les ruines de la forteresse de Masada, et ils jurent que Masada ne se reproduira jamais, ils vaincront leurs ennemis, etc. Donc, ce complexe est inscrit dans la culture de l'État hébreu, et le groupe de Netanyahou peut légitimement y faire référence, et il fera peur à tout le monde s'il fait cette référence. Et ne croyez pas que je raconte des choses comme ça. À un moment, il y a eu un problème entre Israël et l'Union européenne. Et Van Creveld, le stratège de l'armée israélienne, a dit notre bombe atomique, nous avons maintenant des lanceurs, nous pouvons la lancer sur l'Union européenne et elle ira jusqu'à Rome. Vous connaissez beaucoup d'États qui menacent les autres de la bombe atomique comme ça? Est-ce que tu penses que cette menace, Israël l'a formulée aujourd'hui? C'est-à-dire qu'est-ce que
il y a mais tout le monde un discours de Netanyahou de son entourage disant on va faire une guerre nucléaire. Son ministre du patrimoine a dit que si on empêchait l'armée israélienne de nettoyer Gaza de sa population palestinienne, il était possible d'avoir recours à la bombe atomique. C'est son ministre en exercice qui a dit ça. Donc, il a dit ça avant que les États-Unis ne se rendent compte de l'ampleur du massacre et du fait que c'est intenable pour eux. Hein. Mais je ne sais plus quel autre ministre en exercice a répété la même chose lorsque Joe Biden a demandé à Israël de ne pas attaquer Rafah et de faire entrer de l'aide humanitaire à Gaza. Donc, les États-Unis maintiennent leur position. Pourquoi aujourd'hui ils disent on a stoppé l'attaque iranienne, mais on ne vous aidera pas si vous attaquez l'Iran? C'est parce qu'ils ont peur de ça. Est-ce que ça a un impact, puisque je lisais là aussi la presse ce matin, au fond, pour l'instant, Netanyahou est en retrait après l'attaque, la riposte iranienne. Comment il faut interpréter le silence de Netanyahou, sa réserve quant à la retaliation, quant à la représaille que le gouvernement israélien pourrait prendre contre la représaille iranienne? Bon, alors d'abord, il n'y a pas de représailles contre les représailles, sauf dans les cours des maternelles où les gamins s'arrachent les cheveux. On n'en est pas loin. Il s'agirait d'une attaque, d'une guerre. Voilà. Bon. Alors, pourquoi Netanyahou n'explicite pas sa position? Parce que il lui faudrait trouver des justifications pour ça, qu'il n'a pas. Bon, il peut continuer à répéter que l'Iran veut faire la bombe atomique, mais il n'y a que les journaux en Europe qui croient ça. Quand il y a eu les négociations entre ce qu'on appelle les négociations 5+1, c'est-à-dire les 5 puissances permanentes du Conseil de sécurité, plus l'Allemagne. Donc quand il y a eu ces négociations 5+1 sur le nucléaire iranien, la délégation russe et la délégation chinoise, toutes les deux ont dit à la fin de la négociation que l'Iran n'avait pas la bombe atomique et ne voulait pas en faire. Et quand Benjamin Netanyahou a publié les archives du programme nucléaire iranien, que ses services secrets avaient été volés à Téhéran, tout le monde a pu constater que ce n'est pas dans les archives, il n'y a rien pour faire la bombe atomique. Dans les archives, la seule chose qu'on a trouvée, c'est des recherches sur un détonateur qui éventuellement pourrait être utilisé aussi pour une bombe atomique. Donc depuis 1988, l'Iran n'a pas de recherche pour une bombe atomique militaire. L'Iran a des recherches atomiques, l'Iran a des ingénieurs extrêmement performants, mais c'est pour une recherche civile. Et s'ils ont des recherches militaires avec de l'atome, ou s'ils regardent quelles applications militaires ils peuvent avoir pour de l'atome, ça n'est pas pour des destructions massives, c'est pour des choses stratégiques. Hein? Voilà. Donc, il ne peut pas employer ce discours, même si, encore une fois, pendant 20 ans, on a raconté le contraire dans tous les journaux occidentaux. Dans le reste du monde, tout le monde sait que c'est une blague. Et d'autre part, l'actuel gouvernement israélien est extrêmement divisé sur ce sujet. Vraiment très très divisé. Certains disent au fond, Netanyahou, aujourd'hui, sa stratégie, c'est d'éloigner le plus possible le souvenir du 7 octobre et de sa responsabilité dans 7 octobre, et de divertir l'opinion pour faire oublier l'enlisement à Gaza, puisque
la guerre à Gaza ne produit pas les résultats escomptés. Est-ce que tu partages cette analyse? Oui et non. C'est-à-dire oui, sous certaines réserves. Premièrement, on doit bien distinguer le problème de l'Iran et le problème de Gaza. C'est deux choses totalement différentes. Sauf que les Israéliens, oui, on essaie même Netanyahou fait le pontage entre les deux. Il s'empare de l'Iran pour faire oublier Gaza. Voilà, et puis ça tombe au même moment. Mais c'est deux dossiers complètement différents. Donc ça, c'est la première remarque. Et Netanyahou poursuit depuis toujours l'idée d'expulser la population arabe de Palestine. De même qu'il poursuit l'idée d'en finir avec son rival iranien. Voilà, ça c'est ces deux choses en tête. Alors pourquoi en finir avec le rival iranien? C'est la vieille histoire d'avoir un grand Israël qui aille du Tigre du Nil à l'Euphrate. Bon, voilà. Alors, il n'y a que lui qui pense ça. La plupart des Israéliens ne sont pas dans cette idée-là, mais lui a ce projet. Il a ce projet parce que c'était le projet de Jabotinsky. C'est vraiment la filiation que j'ai racontée ici. Elle est permanente dans cette affaire. Et il y avait une autre remarque que je voulais faire sur le... Pourquoi Netanyahou pousse à la guerre en Iran, avec l'Iran? Il a cette obsession. Parce qu'il constate que dans la situation actuelle, il a une occasion en or pour réaliser un élargissement de ses alliances au Moyen-Orient. C'est de dire, nous avons tous un ennemi, il est extrêmement puissant, il va venir vous détruire, comme il va venir nous détruire en premier lieu, mais vous êtes le prochain sur la liste, et vous devez nous aider à nous défendre contre lui. Donc, et cette obsession qui permettrait ce grand Israël recoupe en partie, pas au fond, mais en partie, les alliances que Benny Gantz a développées et que l'on a vu à l'œuvre cette fois-ci des États qui ont défendu Israël. Est-ce que, ce sera la dernière question, parce que nous avons fait une très longue une interview qui prend son temps et qui a raison de le prendre, mais est-ce que tu penses que dans 15 jours nous nous reverrons? Est-ce que tu penses qu'il y a un risque réel d'une escalade, d'une régionalisation du conflit, d'une mondialisation militaire du conflit dans les 15 jours? Alors, je pense que ça dépend de savoir si tous les acteurs raisonnent en fonction des éléments matériels ou sur une base idéologique. Donc si on raisonne à partir des éléments dont on dispose, ce qui est matériel, non, il n'y aura pas de guerre. Mais bon, si on poursuit des objectifs et qu'en plus on ne veut pas les avouer, alors là c'est autre chose. Bon, alors je vais faire un jeu. On se donne rendez-vous dans 15 jours, si la guerre n'a pas éclaté. Parce qu'il a éclaté, qu'on a encore les moyens de se déplacer, on en reparlera. Je redis aux lecteurs du Courrier de Stratège qui sont arrivés au bout de cette interview que je pars en reportage à Lampedusa. Ce sera l'occasion de parler des mouvements migratoires. On annonce une grande vague migratoire venant de Tunisie dans les prochaines semaines. Là aussi, l'arme migratoire existe pour affaiblir l'Union européenne. Et puis, dans 15 jours, Thierry. Ah, dans 15 jours.